C'était un vendredi soir de juillet 2019. L'été était particulièrement chaud cette année-là, avec des températures qui frôlaient les 35 degrés même en soirée. Mes deux meilleures amies, Sarah Moreau et Emma Petit, et moi avions planifié ce week-end depuis des mois. Nous étions toutes les trois en 3e année de sociologie à la Sorbonne et nous avions enfin terminé nos partiels d'été. Nous méritions ces vacances. Le plan était simple, partir de Paris vers 14h, prendre l'A77 direction Nevers et passer le week-end dans la maison de campagne des grands-parents d'Emma près des bords de Loire. Un week-end entre filles, loin du stress parisien, loin des révisions, loin de tout. Nous avions même préparé une playlist spéciale pour le voyage avec tous nos tubes préférés de Angèle, Stromae et Christine and the Queens. Mais vous savez ce qu'on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et ce vendredi-là, Dieu avait apparemment d'autres projets pour nous. Tout a commencé à mal tourner dès le matin. Sarah a reçu un appel de son professeur qui lui demandait de venir récupérer d'urgence ses notes de mémoire avant les vacances. Emma a découvert qu'elle avait oublié son chargeur portable et a dû courir dans tout 5e arrondissement pour en trouver un. Moi, j'ai passé 1 heure au téléphone avec l'assurance de ma voiture pour un problème administratif stupide. Résultat, quand nous nous sommes enfin retrouvés devant chez moi, rue Mouffetard, il était déjà 17h30. Le soleil commençait déjà à baisser, projetant ses longues ombres dorées typiques des fins de journée parisiennes. Les terrasses des cafés se remplissaient de cette foule habituelle du vendredi soir, mais nous avions 3 heures de route qui nous attendaient. Le pire, c'est qu'en sortant de Paris vers la porte d'Orléans, nous sommes tombés sur un embouteillage monstre, une manifestation surprise, paraît-il. Nous avons mis 45 minutes juste pour sortir du périphérique. Sarah était au volant de ma Clio et je voyais bien qu'elle commençait à l'en stresser. Elle n'aimait pas conduire la nuit, surtout sur des routes qu'elle ne connaissait pas bien. Quand nous avons enfin pris la 77, il était 19h15 et le jour déclinait rapidement. Cette autoroute a quelque chose de particulier. Contrairement à la 6 ou la 10, qui sont constamment animées, la 77 traverse des zones rurales profondes. Des kilomètres et des kilomètres de champs de colza, de forêts de chênes, de petits villages endormis qu'on aperçoit au loin avec leurs clochers pointus. Le soir, quand la brume commence à monter des vallées, on a l'impression d'être seul au monde. Nous roulions depuis environ 1 heure quand Emma a annoncé qu'elle avait urgemment besoin de s'arrêter. Sarah aussi, d'ailleurs. Moi, j'avais surtout faim. Le sandwich que j'avais englouti à la va-vite avant de partir était déjà un lointain souvenir, et mon estomac gargouillait de manière embarrassante. Nous avons commencé à guetter les panneaux d'air de repos. Mais à cette heure-là, et sur cette portion de la 77, les options étaient limitées. Nous avons dépassé l'aire de Belleville-sur-Loire, mais elle était en travaux, bloquée par des barrières oranges et des panneaux accès interdits. Puis celle de Caunecourt-sur-Loire, mais Sarah avait loupé la sortie et nous ne voulions pas faire demi-tour. C'est Emma qui a aperçu la première, les lumières de l'aire de Sancerre. Quelques points lumineux jaunâtres dans l'obscurité naissante, comme des lucioles électriques au milieu de nulle part. Sarah a mis son clignotant et nous avons quitté l'autoroute. L'aire était plus petite que ce que nous avions imaginé. Une station-service totale, avec sa boutique attenante, un petit bâtiment gris qui abritait les toilettes et quelques tables de pique-nique en béton alignées sous des néons défaillants. Il y avait 3 ou 4 voitures garées, ça et là, leurs propriétaires invisibles, et 2 poids lourds au fond de l'air, leurs cabines sombres et silencieuses. Sarah s'est garée près de l'entrée de la boutique, sous l'un des rares lampadaires qui fonctionnaient encore correctement. Quand nous sommes sortis de la voiture, j'ai immédiatement remarqué cette odeur caractéristique des aires d'autoroute. Ce mélange d'essence, de nourriture réchauffée et de cette vague puanteur que vous n'arrivez jamais vraiment à identifier. La boutique était tenue par un homme d'une 50aine d'années, maigre comme un clou, avec des yeux fatigués et un regard un peu trop insistant. Il portait un polo total délavé et fumait une cigarette derrière son comptoir malgré l'interdiction. Quand nous sommes entrés, il nous a suivis du regard sans dire bonjour, sans sourire, comme si nous étions des extraterrestres. Emma lui a demandé où se trouvaient les toilettes pour dames. L'homme a pointé du doigt vers l'extérieur sans prononcer un mot, juste en exhalant lentement la fumée de sa cigarette. Son silence nous a mises mal à l'aise, mais nous avions d'autres priorités. Nous avons acheté des sandwichs triangulaires sous plastique, quelques canettes de coke. Les toilettes se trouvaient effectivement à l'extérieur,
dans un petit bâtiment séparé en béton brut. L'éclairage était défaillant, juste une ampoule nue qui clignotait de manière irrégulière, projetant des ombres dansantes sur les murs sales. L'odeur était encore pire qu'attendue. Un mélange de produits chimiques, agressifs et d'humidité moisie qui prenait instantanément à la gorge. Sarah et Emma sont entrées les premières pendant que je restais dehors, adossé à ma Clio, à regarder mon téléphone. Le réseau était faible, juste une barre, et les pages mettaient une éternité à se charger. Je me souviens avoir pensé que nous étions vraiment au milieu de nulle part. C'est à ce moment précis que j'ai levé les yeux et que je l'ai vue. Cette Peugeot 307 gris métallisé que j'avais remarqué plus tôt était maintenant garée juste à côté de nous. Comment était-ce possible ? Elle était pourtant près des poubelles il y a quelques minutes. Je n'avais entendu aucun bruit de moteur, aucun crissement de pneus. J'ai eu un frisson inexplicable. Quelque chose clochait. Et les vitres de la Peugeot étaient si teintées qu'il était impossible de voir à l'intérieur. Mais j'avais cette sensation horrible d'être observé, scruté, jaugé. Quand Sarah et Emma sont ressorties des toilettes, je leur ai fait signe de se dépêcher. Nous sommes remontés en voiture rapidement. Sarah a tourné la clé de contact et... rien. Silence total. Même pas le petit bruit du démarreur qui essaie de fonctionner. La voiture était complètement morte. Nous avons essayé plusieurs fois, mais rien n'y faisait. C'était incompréhensible. Ma Clio n'avait que 2 ans, elle venait de passer son contrôle technique. Et nous n'avions eu aucun problème sur les 150 km que nous venions de parcourir. Emma a suggéré que nous allions demander de l'aide au vendeur de la station, mais aucune de nous n'avait envie de retourner voir ce type bizarre qui nous regardait comme des bêtes curieuses. Sarah a dit qu'elle allait essayer une dernière fois, en faisant marche arrière pour dégager complètement la voiture. Elle a enclenché la marche arrière et a commencé à reculer doucement. C'est là que nous avons entendu ce petit bruit mat, comme si nous venions de toucher quelque chose de métallique. Nous nous sommes toutes figées instantanément. Sarah a coupé le contact et nous a regardés avec une expression de panique. « Je crois que j'ai touché la voiture derrière nous », a-t-elle murmuré d'une voix blanche. Nous sommes toutes sorties pour évaluer les dégâts. Effectivement, notre pare-chaussée arrière avait légèrement éraflé l'avant de la Peugeot grise. Ce n'était rien de grave, juste une petite trace de peinture, mais nous savions que nous devions prévenir le propriétaire. Emma a dit qu'elle ne voulait pas s'embêter avec ça, que ce n'était qu'une égratignure et que nous pouvions partir sans rien dire. Mais Sarah et moi, nous étions trop bien élevés pour faire ça. Nous avons décidé d'attendre quelques minutes pour voir si le propriétaire de la Peugeot revenait. Mais les minutes passaient et personne ne venait. L'air devenait de plus en plus déserte. Les autres voitures garées là, quand nous étions arrivés, avaient disparu, une à une, et même les camionneurs semblaient être partis. Il ne restait plus que nous, cette Peugeot fantôme et ce silence de plus en plus oppressant. Finalement, Sarah a décidé de réessayer de démarrer notre voiture. Et là, miracle inexplicable, elle s'est mise en route du premier coup. Comme si rien ne s'était passé, comme si elle nous avait fait une blague cruelle. Nous avons quitté l'aire de repos en vitesse, soulagés de laisser cet endroit sinistre derrière nous. L'autoroute était maintenant complètement noire, juste trouée par nos phares et ceux des rares voitures que nous croisions. Sarah avait rallumé la radio et nous essayions de retrouver notre bonne humeur du début de voyage. Mais Emma, qui était assise à l'arrière et regardait souvent par l'allumette arrière depuis notre mésaventure, a soudain dit cette phrase qui a glacé le sang dans nos veines. « Les filles, vous allez me prendre pour une folle, mais la Peugeot grise, elle nous suit. » Et c'était vrai. Dans le rétroviseur, nous pouvions voir ses phares, toujours à la même distance derrière nous. Pas trop près pour être menaçante, pas trop loin pour qu'on puisse l'oublier. Juste là, constamment, comme un prédateur qui observe sa proie avant de passer à l'attaque. Ce que nous ne savions pas encore, c'est que notre week-end de rêve venait de se transformer en cauchemar, et que celle qui conduisait cette Peugeot n'avait pas la moindre intention de nous laisser quitter l'A77 vivante. Au début, nous avons essayé de nous convaincre que c'était juste une coïncidence. Après tout, nous étions sur une autoroute. Il était normal que d'autres voitures roulantes dans la même direction que nous. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas.
Cette Peugeot maintenait exactement la même distance derrière nous depuis que nous avions quitté l'aire de repos. Ni plus près, ni plus loin, comme si elle nous surveillait. Sarah a tenté de nous rassurer en accélérant légèrement. Si c'est vraiment quelqu'un qui nous suit, il va se lasser et nous dépasser, a-t-elle dit d'une voix qu'elle voulait confiante. Nous roulions maintenant à 140 km/h, bien au-dessus de la limitation. Mais la Peugeot a accéléré aussi, gardant cette distance constante et inquiétante. Emma, assise à l'arrière, ne quittait plus le rétroviseur des yeux. Les filles, c'est vraiment bizarre. Regardez bien ces phares. Ils ne clignotent jamais, comme si le conducteur ne fermait jamais les yeux. Effectivement, ces deux points lumineux nous fixaient avec une intensité troublante, comme des yeux de prédateurs dans la nuit. L'autoroute était pratiquement déserte à cette heure-là. Nous croisions à peine une voiture toutes les 5 minutes, et les aires de repos que nous dépassions étaient barmées plongées dans l'obscurité complète. La brume commençait à monter des champs environnants, créant ces volutes fantomatiques qui dansaient dans nos phares. L'ambiance devenait de plus en plus oppressante. C'est moi qui ai eu l'idée de tester notre poursuivante. Sarah, prends la prochaine sortie et reviens immédiatement sur l'autoroute. Si elle nous suit vraiment, elle fera pareil. Sarah a acquiescé nerveusement. Nous approchions de la sortie de Pouilly-sur-Loire. Elle a mis son clignotant au dernier moment et a pris la sortie brutalement. Nous avons fait demi-tour au rond-point et nous sommes revenus sur l'autoroute en sens inverse. Mon cœur battait la chamade. Elle ne peut pas nous avoir suivis, c'est impossible, me disais-je. Mais quand nous nous sommes engagés sur la bretelle de retour, Emma a poussé un cri étouffé. La Peugeot était là, elle aussi avait fait demi-tour et nous attendait sur l'aire de repos de la sortie, phare éteint. Sarah a accéléré comme une folle pour reprendre l'autoroute dans notre direction initiale. Derrière nous, les phares de la Peugeot se sont rallumés et elle a repris sa poursuite silencieuse. Cette fois, il n'y avait plus aucun doute possible. Quelqu'un nous suivait délibérément. « On fait quoi maintenant ?» a murmuré Emma, la voix tremblante. « On appelle la police ?» Mais nos téléphones n'avaient toujours qu'une barre de réseau et nous étions au milieu de nulle part. La prochaine aire avec service était encore à 50 km et nous n'étions même pas sûrs qu'elle serait ouverte à cette heure. Sarah a essayé de distancer notre poursuivante en poussant ma pauvre Clio à ses limites. Nous roulions maintenant à 160 km/h, largement au-dessus de ce que ma voiture pouvait supporter confortablement. Le moteur ronflait de façon inquiétante et je sentais que nous allions avoir des problèmes mécaniques si nous continuions comme ça. Mais la Peugeot suivait sans problème. Pire, elle commençait à se rapprocher, petit à petit, insidieusement, comme un chat qui joue avec sa souris avant de la tuer. Ses phares grandissaient dans notre rétroviseur et nous pouvions maintenant distinguer la silhouette du pare-brise teinté. C'est Emma qui a remarqué le premier détail troublant. Les filles, regardez bien. Vous voyez le conducteur ? Nous avons toutes scruté le rétroviseur. Malgré la proximité de la voiture, malgré ses phares qui éclairaient maintenant l'intérieur de notre habitacle, nous ne distinguions aucune silhouette humaine derrière le volant, comme si la voiture roulait toute seule. C'est juste à cause des vitres teintées, a dit Sarah, mais sa voix manquait de conviction. Et puis il fait nuit, c'est normal qu'on ne voit à Emla rien. Mais nous sentions toutes que quelque chose d'anormal se passait. Cette poursuite avait quelque chose de méthodique, de calculé, qui dépassait la simple colère d'un automobiliste énervé par un accrochage. La Peugeot s'est encore rapprochée. Maintenant, elle n'était plus qu'à quelques mètres de notre pare-choc arrière. Sarah serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Je vais essayer de changer de voie brusquement au dernier moment », a-t-elle dit. « Peut-être qu'elle ne pourra pas suivre ?» Nous approchions d'un poids lourd qui roulait lentement sur la voie de droite. Sarah a attendu la dernière seconde pour se rabattre derrière le camion, espérant que la Peugeot continuerait tout droit. Mais elle nous a suivis sans hésitation, se glissant derrière nous avec une précision chirurgicale.
C'est là que j'ai compris que nous avions affaire à quelqu'un d'expérimenté. Quelqu'un qui connaissait parfaitement cette autoroute et qui savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas un automobiliste en colère, c'était un prédateur. La Peugeot a commencé à nous coller de plus en plus près. Ses phares éclairaient maintenant entièrement l'intérieur de notre voiture. Nous étions aveuglés par la lumière dans nos rétroviseurs. Sarah avait du mal à voir la route devant nous. « Je n'y arrive plus, elle m'aveugle complètement », a-t-elle crié. Et puis, sans prévenir, nous avons senti le premier impact. Un coup sec et violent à l'arrière de notre voiture qui nous a toutes projetées vers l'avant. Emma, qui n'avait pas attaché sa ceinture, a failli passer par-dessus le siège avant. Sarah a lutté pour garder le contrôle du volant. « Elle nous fonce dessus !» a hurlé Emma. « Cette folle essaie de nous tuer !» Le deuxième impact a été encore plus violent. Cette fois, j'ai entendu le bruit sinistre du métal qui se déforme. Notre pare-choc arrière venait de subir des dégâts sérieux. Sarah pleurait maintenant en conduisant, terrifiée à l'idée de perdre le contrôle de la voiture sur cette autoroute sombre. Mais le pire restait à venir. Car au troisième impact, beaucoup plus brutal que les précédents, nous avons perdu le contrôle. Sarah a donné un coup de volant instinctif vers la droite et nous avons quitté la chaussée dans un crissement de pneus épouvantable. Nous avons dévalé le talus sur plusieurs mètres avant que la voiture ne s'immobilise dans un champ de maïs. Le moteur fumant et les phares éclairant pathétiquement les épis cassés autour de nous. Par miracle, aucune de nous n'était blessée, mais nous étions sous le choc, tremblantes, incapables de réaliser ce qui venait de nous arriver. Dans le silence qui a suivi, nous avons entendu le bruit d'une portière qui claque sur l'autoroute, au-dessus de nous. Notre poursuivante venait de s'arrêter. Elle descendait de sa voiture. Emma a murmuré d'une voix blanche « Verrouillez toutes les portières. Maintenant. » Et c'est là, dans cette voiture accidentée au milieu d'un champ perdu de la Nièvre, que nous avons vu pour la première fois la silhouette de celle qui allait hanter nos cauchemars pour le reste de nos vies. Une femme descendait lentement le talus vers nous, et dans la lumière de nos phares brisés, nous avons aperçu quelque chose qui nous a glacé le sang. Elle tenait quelque chose dans ses bras, quelque chose qu'elle berçait doucement en chantonnant une berceuse dans la nuit. La femme avançait vers nous avec une lenteur calculée, presque théâtrale. Chacun de ses pas résonnait sur l'herbe humide du talus. Dans la lumière blafarde de nos phares endommagés, nous distinguions maintenant sa silhouette avec une netteté terrifiante. Elle portait un treillis militaire délavé, des rangers noirs, et ses cheveux bruns étaient tirés en arrière en un chignon strict qui lui donnait un air austère et menaçant. Mais ce qui nous hypnotisait, c'était ce qu'elle tenait dans ses bras. Enveloppée dans une couverture rose pâle, elle berçait doucement quelque chose contre sa poitrine. Et elle chantonnait. Cette mélodie douce et enfantine qui contrastait de manière glaçante avec la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvions. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Sa voix portait dans la nuit calme, claire et mélodieuse, comme celle d'une mère aimante qui endort son bébé. Mais il y avait quelque chose de faussé dans cette tendresse, quelque chose qui me donnait la chair de poule, comme si elle jouait un rôle qu'elle avait répété 1000 fois. Emma a murmuré « Qu'est-ce qu'elle porte ?» Vous voyez ce que c'est ? Nous étions toutes les trois pétrifiées dans la voiture, les portières verrouillées, à observer cette femme qui continuait sa descente vers nous en chantant sa berceuse macabre. Quand elle s'est trouvée à moins de 5 mètres de notre voiture, elle s'est arrêtée net. Dans la lumière de nos phares, nous avons enfin pu voir son visage. La quarantaine, des traits anguleux marqués par une maigreur excessive, des cernes profonds sous des yeux d'un bleu délavé qui semblaient regarder à travers nous plutôt que nous voir vraiment. Mais surtout, elle souriait. Un sourire béat, presque extatique, comme si elle vivait le plus beau moment de sa vie.
Elle a levé ce qu'elle portait dans ses bras pour nous le montrer, et c'est là que nous avons compris. Ce n'était pas un bébé, c'était une poupée. Une poupée de collection avec des cheveux bouclés blonds, une robe blanche en dentelle et ses yeux de porcelaine qui se ferment quand on les couche. Mais cette femme l'a traitée comme si elle était vivante. Elle l'a bercée avec une tendresse authentique, lui parlait à voix basse, la couvrait de baisers sur le front en plastique. Là, ma chérie, maman va régler le problème. Ces vilaines filles ont réveillé ma princesse, mais maman va s'occuper d'elle. Sarah a tenté de redémarrer la voiture, mais le moteur ne répondait plus. L'accident avait dû endommager quelque chose d'important. Nous étions piégés dans ce champ, avec cette femme visiblement dérangée qui nous considérait comme responsables d'avoir perturbé le sommeil de sa poupée. La femme s'est approchée de la portière de Sarah et a tapé doucement contre la vitre avec son poing. « Mesdames, pouvez-vous sortir de votre véhicule, s'il vous plaît ? Nous devons discuter de ce qui vient de se passer. » Sa voix était posée, presque professionnelle, comme celle d'un gendarme qui procède à un contrôle de routine. Mais ses yeux avaient cette fixité inquiétante qu'on retrouve chez les personnes complètement déconnectées de la réalité. Sarah a refusé d'ouvrir, évidemment. La femme a alors sorti quelque chose de la poche de son treillis. Dans la lumière jaune de nos phares, nous avons vu briller l'acier d'un pistolet. Un vrai. Un Sig Sauer P226, comme ceux qu'utilise la police française. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai dit « Sortez de votre véhicule, immédiatement ». Cette fois, sa voix avait perdu toute politesse. Elle parlait maintenant avec l'autorité glacée de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. Tout en gardant son arme pointée vers nous, elle continuait à bercer sa poupée de l'autre bras, murmurant des mots doux pour la calmer. Emma pleurait maintenant en silence, les mains tremblantes. Sarah me regardait dans le rétroviseur, cherchant désespérément une solution, une échappatoire. Mais nous étions au fond d'un champ, notre voiture était hors service, et cette femme armée bloquait notre seule issue. « Très bien », a dit la femme en voyant que nous ne bougions pas. « Si vous ne voulez pas sortir, c'est moi qui vais venir vous chercher. » Elle a reculé de quelques pas et a visé notre pare-brise avant. Je compte jusqu'à 3, un punto. Sarah a ouvert sa portière immédiatement. Nous n'avions pas le choix. Nous sommes sortis toutes les trois, les jambes flageolantes, les mains en l'air comme dans les films policiers. L'air de la nuit était froid et humide, chargé de cette odeur de terre mouillée et de végétation qui caractérise les campagnes françaises en été. La femme nous a fait signe de nous mettre à genoux dans la terre humide, toujours en berçant sa poupée. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, nous allons pouvoir discuter calmement. Elle s'est accroupie devant nous, posant délicatement sa poupée sur ses genoux. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez réveillé ma petite Amélie. Elle dormait si paisiblement dans la voiture, et à cause de votre négligence, elle s'est mise à pleurer. Emma a eu le malheur de dire « Madame, ce n'est qu'une poupée ». La femme s'est levée d'un bond, les yeux flamboyants de colère. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» a-t-elle hurlé, pointant son arme vers le visage d'Emma. « Ma fille n'est pas une poupée. Comment osez-vous ?» Dans sa fureur, sa main a tremblé sur la détente. Nous avons toutes fermé les yeux, nous attendant au pire. Le déclic de l'arme résonne encore dans mes oreilles aujourd'hui. Mais rien ne s'est passé. L'arme s'était enrayée. La femme a regardé son pistolet avec surprise, et c'est à ce moment-là que nous avons compris que nous avions peut-être une chance. Une seule chance de nous en sortir vivantes. Mais ce que nous ignorions, c'est que cette femme avait d'autres plans pour nous. Des plans bien plus terrifiants qu'une simple exécution. Chapitre 4. L'évasion, série. La folle de la 77, hook initial. L'arme s'est enrayée au moment crucial. Claire, Sarah et Emma ont peut-être une chance de s'échapper. Mais leur cauchemar ne fait que commencer, car cette femme en treillis cache un passé militaire qui va expliquer sa dangerosité. Narration principale.
La femme a regardé son pistolet avec une expression de surprise enfantine, comme si l'arme venait de lui jouer un mauvais tour. Elle a actionné plusieurs fois la culasse, tentant de débloquer le mécanisme, tout en continuant à bercer sa poupée de son autre bras. « Amélie, ma chérie, papa a encore mal nettoyé son pistolet », murmurait-elle à la poupée. « Mais ne t'inquiète pas, maman va arranger ça. » C'est Sarah qui a eu le réflexe salvateur. Profitant de la distraction de notre agresseuse, elle s'est relevée d'un bond et s'est jetée sur elle. Le choc a fait tomber la femme en arrière, lâchant à la fois son arme et sa poupée précieuse. Le pistolet a glissé dans l'herbe humide, hors de portée, tandis que la poupée roulait dans la boue avec un petit bruit sec. « Amélie !» a hurlé la femme avec une douleur si authentique qu'on aurait vraiment cru qu'elle venait de voir mourir son enfant. Elle s'est précipitée vers sa poupée, ignorant complètement Sarah qui tentait de récupérer l'arme. « Ma petite fille, qu'est-ce qu'elles t'ont fait, mon ange ?» Elle a ramassé la poupée avec des gestes d'une tendresse infinie, essuyant délicatement la boue sur son visage de porcelaine, remettant en place ses boucles blondes souillées. « Chut, chut, maman est là, ces méchantes filles ne te feront plus jamais de mal. » Ses larmes coulaient librement sur ses joues creusées, et dans cette lumière fantomatique de nos phares brisés, elle ressemblait à une madone tragique pleurant son enfant mort. Sarah avait réussi à récupérer le pistolet et le pointait maintenant vers la femme, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine le tenir. « Restez où vous êtes !» a-t-elle crié. « Ne bougez plus, ou je tire !» Mais nous savions toutes que Sarah n'avait jamais tenu une arme de sa vie et qu'elle serait incapable d'appuyer sur la détente, même pour sauver nos vies. La femme a levé les yeux vers nous et ce que nous avons vu dans son regard nous a pétrifiés. Il n'y avait plus aucune trace de colère ou d'agressivité, juste une tristesse infinie, un chagrin si profond qu'il semblait avoir creusé des sillons permanents sur son visage. « Vous ne comprenez pas », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Amélie est tout ce qui me reste. Elle est ma raison de vivre. Depuis qu'ils me l'ont enlevée à l'hôpital, c'est la seule façon pour moi de... » Elle s'est interrompue brusquement, comme si elle venait de réaliser qu'elle en disait trop. Son expression a changé instantanément, passant de la vulnérabilité à une méfiance animale. « Qui êtes-vous ? Vous travaillez pour eux ? Pour l'hôpital ?» Ses yeux scrutaient nos visages avec une paranoïa évidente. « Ils vous ont envoyé pour me ramener, c'est ça ?» Emma a essayé de la rassurer. « Non, madame, nous ne travaillons pour personne. Nous sommes juste des étudiantes qui rentrent de week-end. Nous ne vous voulons aucun mal. » Mais la femme secouait la tête frénétiquement, serrant sa poupée contre elle comme si nous allions la lui arracher. « Menteuse !» a-t-elle explosé. « Vous êtes comme tous les autres. Vous voulez me séparer d'Amélie. Vous voulez me la prendre pour me la rendre quand ça vous arrange. » Elle s'est relevée d'un mouvement brusque, une lueur de folie pure dans les yeux. « Mais cette fois, personne ne nous séparera. Personne !» exclamation marque. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué autre chose d'inquiétant. Sur son treillis, elle portait encore des galons militaires partiellement arrachés et à sa ceinture pendait un étui vide qui avait visiblement contenu le pistolet. Cette femme était une ancienne militaire, quelqu'un d'entraîné au combat, habitué aux situations de stress, capable de nous traquer et de nous neutraliser avec une efficacité terrifiante. Sarah, qui tenait toujours l'arme, a essayé de prendre l'autorité. « Écoutez, nous allons partir maintenant. Gardez votre fille et laissez-nous tranquilles. Nous ne dirons rien à personne de cette rencontre. » Mais la femme riait maintenant d'un rire aigu et déchirant qui résonnait dans la nuit comme un cri d'oiseau blessé. « Partir ? Mais vous ne pouvez pas partir. Vous avez vu Amélie ? Vous savez qu'elle existe ? » Elle s'est mise à tourner autour de nous, toujours en berçant sa poupée, comme un fauve qui cerne ses proies. Personne ne doit savoir qu'Amélie est avec moi. Personne. Il croit dès qu'elle est morte, mais elle est là, bien vivante, et nous sommes heureuses ensemble. Emma a tenté une autre approche. « Comment s'appelle votre fille ? Quel âge a-t-elle » La question a arrêté net les déambulations de la femme. Son visage s'est illuminé d'une fierté maternelle authentique.
Elle s'appelle Amélie Rousseau. Elle a 6 mois aujourd'hui. Regardez comme elle est belle, comme elle ressemble à sa maman. Elle nous a tendu la poupée pour qu'on l'admire, et nous avons dû faire semblant de trouver ce morceau de plastique adorable pour ne pas déclencher une nouvelle crise. La poupée était ancienne, usée par de nombreuses manipulations. Ses cheveux étaient emmêlés, sa robe tachée, et l'un de ses yeux de porcelaine était fêlé. Mais pour cette femme, c'était visiblement la plus belle chose au monde. Elle était si fatiguée ce soir, a continué la femme en reprenant sa poupée. Nous rentrions de notre promenade quotidienne quand vous nous avez percutés. Le choc l'a réveillée et elle s'est mise à pleurer. Vous comprenez pourquoi j'étais en colère, n'est-ce pas? Une maman doit protéger son bébé. C'est là que j'ai compris que nous avions affaire à quelqu'un de complètement déconnecté de la réalité. Cette femme vivait dans un monde parallèle où sa poupée était un vrai bébé, où notre petit accrochage sur l'aire de repos justifiait une poursuite à haute vitesse et des menaces de mort. Impossible de raisonner avec elle logiquement. Pendant qu'elle parlait, j'ai discrètement cherché du regard une possibilité de fuite. Le champ de maïs s'étendait sur plusieurs centaines de mètres dans toutes les directions. Si nous arrivions à courir assez vite pour atteindre les épis hauts, nous pourrions peut-être nous cacher et attendre l'aube. Mais Sarah tenait toujours le pistolet, et je ne voulais pas l'abandonner seule avec cette folle. La femme s'est soudain figée, tendant l'oreille vers l'autoroute. Au loin, nous entendions le bruit d'un moteur qui approchait. Une voiture descendait lentement la bretelle de sortie de Pouilly-sur-Loire, celle que nous avions utilisée plus tôt pour faire demi-tour. Ses phares balayaient la campagne environnante. « Quelqu'un arrive », a murmuré la femme, et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux. Ils m'ont retrouvé. Ils viennent chercher Amélie. Elle s'est tournée vers nous avec une détermination nouvelle, plus effrayante encore que sa colère précédente. « Vous les avez appelés, n'est-ce pas? Vous travaillez bien pour eux. » Sarah a tenté de nier, mais la femme ne l'écoutait plus. Elle ramassait déjà sa poupée et reculait vers le talus. « Amélie et moi, nous devons partir. Mais vous allez rester ici, pour toujours. » Elle a sorti un deuxième objet de sa poche, une grenade défensive. Tandis que les phares de la voiture inconnue se rapprochaient sur l'autoroute, notre raviseuse a dégoupillé la grenade. Nous avions 4 secondes pour courir ou mourir. Et dans l'obscurité du champ de maïs, nous avons compris que notre survie ne dépendait plus que de notre capacité à disparaître dans la nuit française. « Courez !» ai-je hurlé en me jetant sur Emma pour l'entraîner vers les épis de maïs. Sarah a lâché le pistolet inutile et nous a suivis en courant comme jamais nous n'avions couru de notre vie. Derrière nous, la femme continuait à bercer sa poupée en comptant à voix haute. 3, 2, 1. L'explosion a déchiré la nuit. Une boule de feu orange a illuminé tout le champ, suivie d'une onde de choc qui nous a projetés face contre terre entre les épis. Mes oreilles sifflaient, j'avais le goût du sang dans la bouche, et l'odeur de poudre et de métal brûlé saturait l'air. Derrière nous, les débris de ma pauvre Clio retombaient en pluie métallique. Nous nous sommes relevés péniblement, couvertes de terre et de feuilles de maïs. Emma saignait du nez, Sarah avait une égratignure sur le front, mais nous étions vivantes. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans le champ, nous guidant tant bien que mal vers les lumières lointaines de l'autoroute, mais notre soulagement a été de courte durée. Derrière nous, nous entendions la voix de la femme qui nous appelait dans l'obscurité. « Mesdames, revenez, Amélie veut vous présenter ses excuses. Elle ne voulait pas vous faire de mal. » Sa voix était redevenue douce, presque suppliante, comme si l'explosion n'avait jamais eu lieu. Nous avons continué à courir entre les épis, trébuchant dans les sillons, nous écorchant aux feuilles coupantes. Le maïs était haut cette année-là, presque 2 mètres, ce qui nous offrait une cachette parfaite, mais nous empêchait aussi de nous orienter. Nous tournions en rond dans ce labyrinthe végétal, guidés uniquement par le bruit lointain des voitures sur l'A77.
Au bout de ce qui nous a semblé une éternité, nous avons aperçu les phares d'une voiture qui s'arrêtait sur le bas-côté de l'autoroute. Quelqu'un avait vu l'explosion et venait voir ce qui s'était passé. Nous avons couru vers ces lumières salvatrices en criant « À l'aide! Au secours !» C'était un gendarme en patrouille nocturne, brigadier-chef Martineau selon son badge. Un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par l'expérience qui nous a écouté raconter notre histoire avec une expression de plus en plus grave. Quand nous avons mentionné la femme en treillis avec sa poupée, il a pâli visiblement. « Nom de Dieu !» a-t-il murmuré. Elle s'est encore échappée. Il a immédiatement appelé des renforts par radio, parlant de code rouge et de fuite de patientes dangereuses. Puis, il s'est tourné vers nous. « Vous avez eu de la chance, mesdemoiselles. Une chance incroyable. » C'est là qu'il nous a raconté qui était vraiment notre agresseuse. Capitaine Sylvie Rousseau, ancienne du 13e régiment de dragons parachutistes. 3 tours en Afghanistan, décorée pour bravoure au combat, spécialiste en explosifs et en combat rapproché. Une soldate d'élite qui avait craqué après la mort de sa fille. Sa vraie fille s'appelait effectivement Amélie, nous a expliqué le gendarme pendant que nous attendions l'arrivée des secours. Elle était née pendant que Sylvie était en mission. Quand elle est rentrée, le bébé avait 6 mois, mais Amélie souffrait d'une malformation cardiaque grave. Elle est morte 3 semaines après le retour de sa mère. Le gendarme a marqué une pause, regardant vers le champ où l'on entendait encore les appels de cette femme brisée. Sylvie n'a jamais accepté la mort de sa fille. Elle a développé une psychose post-traumatique sévère, aggravée par ses expériences de guerre. Elle a été internée à l'hôpital psychiatrique de Nevers il y a 2 ans, mais elle s'échappe régulièrement. Elle achète des poupées qui ressemblent à Amélie et vit avec elle comme si c'était de vrais bébés. Le problème, c'est qu'elle devient violente avec quiconque refuse de jouer le jeu ou menace sa fille. Elle a déjà agressé plusieurs personnes sur cette portion d'autoroute. C'est pourquoi nous patrouillons ici régulièrement. Emma a demandé « Mais pourquoi elle nous a suivis spécifiquement ?» Le gendarme a soupiré. « Vous avez touché sa voiture sur l'aire de repos. Pour elle, c'était comme si vous aviez agressé son bébé. Dans son esprit dérangé, vous étiez devenus des menaces qu'il fallait éliminer pour protéger Amélie.